Si vous avez vécu en France dans les années 70, cette vidéo n'est pas un simple souvenir. C'est un retour vers une époque où les murs parlaient en motifs, où le pain se découpait à la machine et où la table grandissait comme par magie. Ici, pas de musée figé, mais une maison où flottent encore les parfums de café et de fondue du dimanche. La chaîne est dédiée à la nostalgie. N'hésitez pas à découvrir d'autres vidéos sur votre jeunesse ou celle de vos parents. Dans de nombreux appartements des années 70, les murs étaient de véritables galeries de motifs. Cercles orange, vagues brunes, losanges jaunes. Ce n'était pas de simples papiers peints, mais des manifestes de goût. Prisunic et Leroy Merlin proposaient des rouleaux qui faisaient presque tourner la tête. Et c'était ça, la mode. Quand un invité entrait, il ne voyait pas un mur, il voyait une époque. Même les chambres d'enfants semblaient sorties d'une exposition. Ces murs, on ne les a jamais oubliés. Ils restaient discrets dans un coin du salon, mais au bon moment, ils roulaient majestueusement vers le centre de la soirée. Poignées chromées, roulettes brillantes, 2 étages parfaitement agencés. On y trouvait du Suze, une cafetière Seb, des tasses Arcopal. Il teintait doucement de cuillère, glissait sur la moquette comme une péniche sur la Seine. C'était un geste d'élégance, une touche de grâce à la française. Avoir ce chariot, c'était savoir recevoir. Il ne transportait pas que des boissons, il apportait l'atmosphère. Le dimanche, la table accueillait un Sept Tefal ou Peugeot, un petit réchaud à alcool, des fourchettes à long manche. On trempait du pain dans le fromage, du bœuf dans le bouillon ou des fruits dans le chocolat fondu. Autour, vapeur, rire, vin rouge, personne ne se pressait. Chacun attendait sa fourchette. Ce n'était pas un repas, c'était un rituel. Le morceau tombé dans la marmite faisait rire toute la table. Ces soirées dégageaient plus de chaleur que la fondue elle-même. Et cette chaleur, on la garde dans le cœur. L'ado branché des années 70 déambulait dans la rue avec un costume en velours signé Bayard ou Rodier. Pantalon à pattes d'éléphant, veste à large revers, parfois un gilet assorti. Les couleurs, terracotta, ocre, bordeaux. Ce n'était pas seulement une tenue, c'était une déclaration. Dans les cafés, à l'école ou lors des manifs, le velours était partout. C'était le signe d'un esprit cultivé, un peu rebelle, un peu bourgeois. Et surtout, c'était beau, doux, confortable, avec une pointe d'audace. Dans chaque cuisine trônaient ces plats lourds, transparents, ornés de fleurs, les pyrex. On y faisait gratiner, on y conservait, on les posait directement sur la table. Ce nom évoquait l'ordre, l'élégance et la solidité. Offerts souvent après un mariage, ils brillaient comme des trophées de l'organisation ménagère. Même sans cuisiner, on les exposait fièrement dans le buffet. Ils captaient la lumière du matin et semblaient murmurer « Le dîner est presque prêt ». Dans la cuisine, ils ronronnaient chaque matin, un moulinex ou un Seb, une lame ronde qui sciait le pain de campagne en tranches parfaites, prêtes pour le beurre ou la confiture. C'était presque magique. Les enfants voulaient l'essayer, toujours sous surveillance. Cet appareil ne se cachait pas. Il incarnait le progrès, le confort moderne. Et chaque journée commençait avec ce son reconnaissable entre mille, le petit moteur du quotidien. Elle avait un secret. Elle grandissait. Une petite manivelle sur le côté, un tour de poignet, et la table basse devenait table à dîner. Les meubles Gautier, n'étaient pas seulement fonctionnels. Ils transformaient la vie. On y dessinait, on y dînait, on y débattait. Elle s'élevait quand arrivaient les invités, redescendait pour les moments tranquilles. C'était une table qui s'adaptait à l'instant, au monde, à la famille. Et elle restait toujours au centre de tout. Ce n'était pas juste une tendance.
C'était une explosion visuelle. Dans les boutiques du Marais ou chez Tati, on trouvait des tissus aux spirales hypnotiques, aux taches vives, aux vagues fluorescentes. Sous l'influence du pop art et de la culture hippie, les murs, les rideaux et même les canapés hurlaient leurs couleurs. Rose fuchsia, émeraude, bleu néon, tout osait, tout se mélangeait. Ces motifs troublaient la vision, mais libéraient l'esprit. C'était une déclaration visuelle. Nous voulons vivre haut en couleurs. Structure en métal, toile rayée, coussins à fleurs, toute la France rêvait de ce petit coin de paradis. La balançoire La Fuma se plaçait sous le pommier, sur la terrasse ou dans le jardin. On y sirotait un Taisser, on écoutait Europe 1, on feuilletait Paris Match. Elle grinçait doucement en se balançant et ce grincement portait toute la légèreté des vacances. Les enfants sautaient, les adultes se détendaient, le soleil dansait sur les tissus. Ce n'était pas qu'un siège, c'était une scène d'été, un théâtre du bonheur simple. Tille, hein? Les ados couvraient leurs murs de posters de Marilyn Monroe, de bouteilles Coca-Cola, de bulles de BD. On les achetait chez Fnac ou dans les kiosques de quartier. Flashy, impertinent, américain dans l'âme, mais avec une touche française, ce n'était plus le temps des tableaux dans des cadres, mais celui des posters scotchés à la hâte. Ces images étaient une révolte contre l'ennui, une manière de dire « ma chambre, c'est mon monde ». Le pop art n'était pas qu'un style, c'était l'étendard d'une génération. Tu aimes te souvenir de ces belles années? Alors abonne-toi, il y a encore tant de moments à revivre. Une petite maison en bois, 2 personnages, Madame et Monsieur. Si elle sortait, c'était le soleil. S'il sortait avec son parapluie, il allait pleuvoir. Ces maisonnettes se vendaient à la Samaritaine ou sur les marchés alpins. Posées sur un buffet ou un appui de fenêtre, décorées de cœurs ou de fleurs. Les enfants venaient chaque matin vérifier qui était dehors. Ce n'était pas de la science, c'était de la magie domestique. Un petit miracle à côté du pot de fleurs ou de la pendule à coucou. Un petit réveil en forme de tomate ou de citron, toujours à portée de main. Il tic-taquait près de la cocotte, rassurant, marque SEB ou Moulinex. On le tournait à 5, 10, 15 minutes pour les œufs, les gratins ou même les devoirs. Son mécanique remplissait la pièce d'un rythme discret. Et quand il sonnait, tout le monde sursautait. Ce simple objet dictait la vie dans la cuisine. Sans lui, on se sentait un peu perdu, comme s'il manquait un chef d'orchestre au ballet du repas. Un boîtier orange, des fils de métal bien tendus, et en un seul geste, l'œuf dur devenait de fines tranches parfaites. Dans chaque tiroir de cuisine, il avait sa place, à côté du tire-bouchon et de l'ouvre-boîte. Il servait pour les enfants comme pour les adultes. Les tranches rejoignaient les salades au maïs, les tartines ou les pique-niques. Ce n'était pas seulement pratique, c'était un petit moment de précision, presque une cérémonie. Même les œufs encore tièdes cédaient en silence, une géométrie gourmande. Elle collait parfois au coude en été, mais elle résistait à tout. Sauce, encre, jus de fruits. Vendue au marché ou dans l'épicerie du coin, elle arborait des motifs de fleurs, de cafetières, d'oranges. Sous elle, une épaisseur de mousse ou de flanelle. On y posait les bols, on y renversait les miettes, on y buvait le chocolat chaud. Elle protégeait mais racontait aussi. À chaque repas de famille, elle déroulait son craquement familier. Sans elle, la table semblait nue. Elle était la toile de fond de la vie quotidienne. Moutarde, brun, orange, vert, avocat, ses teintes régnaient partout. Rideaux, fauteuils, tapis, plaies, vaisselle. Même les frigos et les télés les adoptaient. Les vitrines de prise unique et les magazines maison, Jardin dictait la palette. Ce n'était pas discret, c'était assumé. Chaque pièce semblait sortie d'une publicité. C'était une réponse joyeuse au gris des années passées. Aujourd'hui, on parle de kitsch, mais hier, c'était le style. Et si ces couleurs te parlent encore,
c'est que tu as vu la vraie France des Sevanti. Le meuble mural, immense structure du sol au plafond, pilier du salon familial. On y rangeait tout, livres, vaisselle, albums photos, télé, parfois des bonbons bien cachés, souvent en noyer ou en chêne, achetés chez Conforama ou dans un catalogue 3 Suisses. Il ne bougeait jamais, il trônait. Dessus, un apron, une figurine, un pot de fleurs, dedans, toute la vie d'une famille. Il disait sans parler « Ici, c'est chez nous ». Il n'était pas juste un meuble, il était l'ancrage du foyer. Haineux, léger, presque aérien, les fauteuils en rotin s'invitaient dans les intérieurs français. Avec leurs miroirs tressés et leurs petites tables à 1100 cordes, ils apportaient un air d'ailleurs. Le rotin venait d'Indonésie, mais trouvait naturellement sa place dans nos maisons. Le plus culte, le fauteuil Emmanuel, trônant comme un trône végétal. On l'associait aux suspensions en macramé, aux succulentes et aux revues comme sans idée. Ces meubles sentaient le sud, les vacances, l'audace. C'était un vent d'exotisme dans la vie quotidienne. Marque Philips, Radiola ou Thomson, leur écran était petit, mais leur présence énorme. Enrobés de bois, ces téléviseurs semblaient faits pour durer. Au-dessus, une plante, une figurine, une assiette souvenir. Pas une simple machine, une cheminée moderne. Les boutons faisaient clac. Le son se réglait à la molette. On regardait Champs-Élysées, Belmondo, Dorothée, tous ensemble. Le télé n'était pas allumée en fond. Elle était le centre du moment. Elle faisait battre le cœur du salon. Rouge incandescent, noir profond, orange brûlé, ces objets semblaient sortis d'un volcan. Fabriqués en Bourgogne, en Provence ou importés d'Allemagne, ces vases et lampes à glaçures craquelées étaient des œuvres à part entière. On les posait sur le meuble mural, souvent sans fleurs. Ils étaient autosuffisants, lourds, brillants, uniques. Les lampes du même style projetaient une lumière chaude et diffuse. Même sans être artiste, on exposait chez soi un petit musée. L'esthétique de l'époque passait aussi par la céramique. Dans les maisons neuves des années 70, les architectes dessinaient des escaliers suspendus, d'un côté fixés au mur, de l'autre ouverts, sans protection. En bois sombre ou en béton, ils étaient audacieux, modernes, presque futuristes. Les parents les craignaient, les enfants les adoraient. Une balle qui tombait résonnait comme une alarme. Ils ne coupaient pas l'espace, ils le reliaient. Ces marches étaient une promesse, vivre autrement. Et beaucoup les voulaient pour dire « ici, c'est la maison de demain ». Les salons étaient des arcs-en-ciel. Vert avocat, orange, jaune citron, marron, turquoise. Les vitrines, la Redoute ou Damar, montraient des intérieurs qui n'avaient peur de rien. Rideaux à losanges, tapis à cercles, coussins rayés. Même les appareils électroménagers osaient la couleur. On ne voulait pas du discret. On voulait que chaque pièce vibre. Aujourd'hui, on appelle ça vintage. Mais alors, c'était l'audace du quotidien. Et ceux qui ont grandi dans ces décors savent, avant même les jours ordinaires étaient pleins de lumière. Tout cela, ce ne sont pas seulement des meubles ou des motifs. Ce sont des odeurs, des bruits, des instants de silence ou de rire. C'est une époque entière, tapie dans un fauteuil en rotin, caché sous une nappe en vinyle, blotti dans un coin de meuble mural. Si tu t'es retrouvé dans une de ces scènes, si ton cœur a souri ou si un vieux parfum t'est revenu, alors tu sais, ce n'est pas de la nostalgie, c'est la mémoire encore vivante. Et si tu veux prolonger ce voyage, il suffit d'ouvrir la porte ou de cliquer sur la vidéo suivante.